Merci d'être venu. Voilà, déjà, je suis un peu malade, tout ça, la voix, j'ai un peu toussé, etc. Mais a priori, ça devrait bien se passer. Donc aujourd'hui, pour le festival Kick Species and Beyond, on m'a invité donc à présenter mon travail, qui est qui a été orienté donc depuis 3 ans, environ depuis 2015, vers le travail, enfin vers en fait les populations d'insectes et plus particulièrement des abeilles. Et donc, je ne sais pas si vous êtes allé voir à la galerie du Beffroi, mais là-bas, j'expose quelques pièces que vous allez voir ici. Et du coup, pour ceux qui n'y sont pas allés, vous pourrez avoir un aperçu. Voilà. Donc, je vais vous présenter 3 ans de recherche autour de cette thématique, que j'ai appelée d'une façon un peu générale nature ordonnée. Euh, Ça va peut-être ressembler un peu de temps en temps à un diaporama de photos de vacances, parce que du coup, c'est un projet que j'ai développé dans plusieurs pays. Donc, on a commencé en France, dans le sud de la France. Ensuite, ça a été poursuivi en Slovénie, également un peu en Suisse. Et dernièrement, il y a eu un gros volet qui a été fait en Colombie en septembre. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est que je vais évidemment vous présenter mon travail, vous parler de mes recherches artistiques un petit peu. Mais aussi, enfin, généralement, quand les gens en fait voient mon travail, ils ont beaucoup de questions à me poser à propos des abeilles en soi. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous vois pas parce que vous êtes dans le noir, mais n'hésitez pas en fait à essayer d'intervenir, à me poser des questions, même des questions basiques. On va partir du principe que vous n'y connaissez rien en abeilles, mais c'est sûrement faux. Mais comme ça, je vais pouvoir revenir sur des bases et tout ça. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions. Moi, je serais contente que ce soit un peu voilà, dans l'interaction. Alors, donc cette image de base, donc pour ceux qui ne connaissent pas la pratique de l'apiculture occidentale, ça c'est donc une feuille de cire d'abeille qui a été refondue et pressée de façon à recréer des formes hexagonales à partir desquelles les abeilles vont construire leurs alvéoles, donc en élévation d'environ 2 cm, quelque chose comme ça. Et donc, c'est une façon que les apiculteurs ont trouvé en fait pour gagner du temps, gagner de l'énergie, pour que les abeilles en fait aient déjà une base de construction. Donc moi, à partir de cette observation, enfin voilà, comme tout le monde, j'ai vu les petites bougies rouler avec de la cire d'abeille, etc. Et donc je me suis dit, bah, tiens, c'est quand même étonnant que les abeilles en fait partent de cette forme hexagonale. Je me suis dit, et qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui pourrait se passer si on leur proposait une forme, d'autre forme. Donc ça, c'était un peu l'impulsion en fait du projet. Donc j'ai commencé à imaginer des feuilles de cire pressées, mais avec des formes plutôt triangulaires ou carrées. Donc voilà, ça c'était juste un petit croquis de base. Donc c'est pas quelque chose que j'ai réalisé parce que du coup, avec des amis ingénieurs, on s'est dit ouais, mais il faudrait faire une imprimante 3D qui dépose de la cire pour pouvoir faire la modélisation. Et donc ça, on y reviendra beaucoup plus tard. Mais c'était un peu le point de départ. Donc, généralement, en fait, donc les apiculteurs, ils posent cette feuille de cire sur un cadre en bois comme ceci, avec un fil de métal qu'on chauffe et qui du coup vient sceller la feuille de cire. Donc moi, à partir de ça, j'ai utilisé ces cadres de cire et ces feuilles de cire pour faire des expérimentations. Donc ça, c'était en 2015, une résidence aux Arbories, qui est un site dans le sud de la France. Et tout simplement, première expérimentation très simple pour voir comment les abeilles, en fait, pouvaient, on va dire, digresser, enfin, sortir un petit peu de leurs habitudes qu'on leur a aussi données avec l'apiculture occidentale, qui est de faire des rayons très droits. Voilà, donc là, ce sont des hausses. Donc, en fait, dans la partie basse de la ruche se trouve tout en fait, la famille un petit peu de la colonie d'abeilles, avec la reine, les ouvrières, le couvain, etc. Et c'est dans la partie au-dessus que les abeilles viennent stocker le miel et le pollen et que les apiculteurs récupèrent les cadres, les passent dans une centrifugeuse, récupèrent le miel, remettent les cadres pour qu'elles les remplissent encore et encore. Et encore. Voilà, c'est la culture de l'abeille. L'exploitation aussi. Et donc voilà, donc moi à partir de là, voilà, des expérimentations. Là c'est pour vous montrer comment j'ai fabriqué en fait toutes ces formes. Donc
On les découpe dans une salle un peu fraîche et après j'utilisais du coup un fer à souder pour les souder ensemble, les lier. Donc j'ai fait premier essai de petit labyrinthe comme ça, à mettre en haut sur une ruche. Donc l'idée c'était justement d'essayer de voilà, de sortir du côté aligné et de voir si tout simplement est-ce que le côté orthogonal comme ça de la construction va les perturber, pas? Est-ce qu'elles vont s'adapter? Donc là, on voit la hausse sur la ruche et on voit que les abeilles commencent à investir du coup la hausse. Et donc là, c'est le résultat qu'on a obtenu au bout de 2-3 semaines en fait d'insertion en ruche. Si je l'avais laissé plus longtemps, je pense qu'il y aurait eu pas mal de ponts entre les murs du labyrinthe, des petits tunnels, etc. Mais là, je voulais juste obtenir en fait une sorte d'enrobage un petit peu de la forme que je leur avais proposée. Donc là, on voit justement qu'elles ont commencé l'élévation, enfin, à partir des feuilles de cire, elles ont commencé à faire leurs alvéoles de construction, enfin, construire leurs alvéoles, dans lequel j'imagine elles comptaient stocker du miel, ou parfois les alvéoles qui sont plus grosses doivent accueillir en fait en dernière solution les larves de mâles, de faux bourdons. Voilà. Voilà, donc là c'est le résultat de la petite pyramide qu'on a vue. On peut voir qu'elles ont commencé à construire une petite brèche, on appelle ça une brèche, ou une petite langue en fait, qui du coup, elles construisent de haut en bas. Donc là on voit que la petite forme, là arrondie, qu'elles ont fait à partir de la pyramide, petite casquette là, en fait c'est la façon qu'elles ont de construire naturellement dans la nature, on va dire. Voilà, donc là, c'était une autre forme que j'avais essayée. Donc on voit que il y a le côté un peu géométrique avec l'arête qui est très défini, qu'elles ont gardé, en fait, conservé. Donc voilà, ça c'est après 2 semaines d'insertion. Donc c'était un été où les abeilles étaient très actives et plutôt bien dans leur vie. Voilà, donc on voit en fait que là, ça commence à devenir un peu... Enfin, on voit qu'elles commencent à s'approprier en fait par leur instinct un peu plus sauvage, en fait, la forme que je leur proposais, qui était du coup très géométrique, un peu mathématique, et qu'à partir de l'orientation des arêtes que je leur avais proposées, en fait, leur brèche naturelle part dans différentes directions. Et donc voilà, pour ceux qui se poseraient la question, généralement, j'enlevais en fait les structures avant qu'elles commencent à stocker le miel, le pollen, pour éviter de faire aussi enfin, qu'elles soient en perte, etc. Et si toutefois il y avait un petit peu de miel, en fait, on procède à ce que les apiculteurs appellent un pillage. En fait, on pose le cadre à une vingtaine de mètres du rucher. Et là, les abeilles, en 1 heure, en fait, elles viennent récupérer le miel. Des fois même, elles peuvent manger un peu la cire, etc., pour le ramener au sein des ruches. Donc ça, c'est les premières expérimentations. Et là, on arrive dans les jolis pâturages de Slovénie. Et donc, je vais vous présenter rapidement comment les Slovènes procèdent aussi à l'apiculture. Donc ça, c'est typiquement ce qu'ils appellent en fait, c'était les petites caravanes en fait de transhumance. Donc là, tout ce qu'on voit en fait de couleurs différentes, ce sont des ruches. 1, 2, 3, 4, là il y en a 10 du coup. Donc il y a un côté avec les pistes d'atterrissage des abeilles, de l'autre côté où on ouvre en fait les ruches pour pouvoir retirer les cadres et prendre soin de la colonie, récupérer le miel, etc. Et grâce au fait qu'elles soient sur roue, en fait, pour la transhumance, pour les emmener ailleurs, en fait, dans une forêt de châtaigniers ou, je sais pas, en France, on fait les lavandes et tout ça. Dans ce cas-là, ça roule. Voilà, donc là, on voit un rucher statique, donc avec les différentes pistes d'atterrissage. On voit que les abeilles font la barbe, on appelle ça. Et ça, c'est l'intérieur, en fait, de ce rucher qui du coup fait une sorte de série de placards. Donc on ouvre, on retire. Voilà. Donc je ne vais pas m'étendre, mais je trouvais ça intéressant. Ça, c'est leur façon de leur donner à boire. C'est un peu le bain des abeilles. Donc voilà, traditionnellement les Slovènes peignent leurs ruches avec des petites scènes pastorales et d'animaux sauvages. Donc voilà, donc là on voit c'est Mirko, un apiculteur avec qui j'ai travaillé en Slovénie, donc qui retire un cadre. Ça c'est Paul Capeur des abeilles. Et donc là, du coup, j'avais fait un premier essai aussi avec différentes cires que j'avais trouvées. Donc la cire jaune, c'était une cire achetée en magasin, une cire biologique que j'avais achetée en magasin, donc industrielle. La cire blanche, c'était une cire d'opercule que j'avais récupérée d'un apiculteur slovène. Et la cire marron, c'est une cire qui a déjà été fondue plusieurs fois, après plusieurs années, on va dire, d'où en fait sa couleur un peu marron. Donc voilà, là les couleurs, c'était juste un effet esthétique et pour m'y retrouver dans le pavage. Mais l'idée, c'était d'orienter les alvéoles de façon à ce que, une fois que ce soit bâti, pour voir si on retrouvait en fait le motif. Donc là, on voit en effet qu'elles ont bien suivi un peu
l'orientation de la base, de la matrice en fait, on va dire. Donc on voit encore un peu les couleurs, mais un peu moins. Donc, voilà, donc c'était vraiment une petite expérimentation. Là, on avait essayé quelques petites choses. Et à partir de là, donc j'ai commencé à travailler à partir d'architecture, de plans d'architecture. Et du coup, quitte à choisir des architectures, j'ai choisi des projets d'utopie humaine, d'utopie du vivre ensemble, de la communauté. Et là, en l'occurrence, en lien, ou je ne sais pas si c'est en analogie ou en transposition, avec les colonies d'abeilles qui mélangent en fait ouvrières, nourrices, reines, etc. Donc là, je me suis inspirée du phalanstère de Charles Fourier, donc palais sociétaire dédié à l'humanité. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, alors j'ai noté une petite citation de Wikipédia concernant du coup la pensée fouriériste, qui date de 1800-1850. Donc en fait, Charles Fourier considérait que l'univers serait en relation avec les passions humaines qui reflèteraient. On pourrait s'informer sur les passions humaines en observant les animaux et les plantes terrestres et en faisant l'analogie. Et du coup, il parlait d'attraction passionnée. En fait, il pensait que l'attraction passionnée, c'était en fait la version comment dire, affective, passionnelle de la théorie de la relativité. Enfin voilà. Bon, bref, c'est un peu compliqué. Donc voilà, il disait que l'attraction passionnée est une impulsion donnée par la nature antérieurement à la réflexion. Donc je pense qu'on peut parler d'instinct. Et donc ces structures en fait architecturales étaient destinées dans une sorte d'utopie socialiste d'accueillir en fait tous les ouvriers d'une industrie, d'une usine quoi. Et donc ça a été voilà pour l'histoire, ça a été donc réapproprié aussi par Gaudin, les poêles Gaudin qu'on connaît, avec le familistère à Guise, etc. Donc ça, je pense que vous êtes au courant. Donc à partir de ces plans d'architecture du phalanstère, j'ai construit mes petits cadres, du coup, une petite élévation de plans qui donne donc au final 9 cadres que j'ai pu donc insérer dans des ruches slovènes. Donc voilà, donc là c'est des vues de la maquette, on va dire. Bon, ça c'était un rucher en Slovénie, on avait fait un premier test, mais en fait c'est pas celui-là qui a fonctionné, mais voilà, c'était pour vous montrer. Donc voilà, donc là on a un résultat où du coup l'idée c'était que les abeilles s'approprient du coup les idées, les utopies humaines dans leur plan d'architecture et voilà, qu'elles construisent elles-mêmes leurs cellules d'habitation et de vie à partir de ces plans d'architecture. Donc ça reste très métaphorique, c'est pas du tout pour améliorer ou la vie des abeilles, enfin voilà, c'était vraiment pour faire un essai. Donc ça c'est exposé à la galerie du Beffroi. Donc après j'ai aussi essayé avec un labyrinthe qui n'a pas fonctionné. Donc là, c'est les hausses du labyrinthe. Et en fait, finalement, ça s'est affaissé, etc. Il y a eu trop de chaleur, mais je voulais quand même vous montrer le plan. Et ensuite, j'ai aussi proposé à 5 colonies d'abeilles les plans en fait, de la station spatiale orbitale de Hermann Potočnik, appelée aussi Nordung, que Ewen, ici présent, connaît très bien. Donc si après vous avez d'autres questions par rapport à ça, enfin, il ne connaît pas la personne, mais il connaît bien le projet. Parce qu'il est mort depuis longtemps. Et donc cette station spatiale est censée, donc n'a jamais été réalisée, est censée donc accueillir l'humanité pour créer des colonies extraterrestres, on va dire, enfin des colonies dans le système dans le système solaire ou hors du système solaire, et qui du coup recréerait la gravitation par un effet de rotation. Et donc l'attraction terrestre serait recréée, on pourrait vivre en tant qu'humain voilà, dans cette espèce d'anneau. Donc on peut voir les différentes cellules de l'époque, hein, parce que c'était un dessin qu'il avait fait donc il y a, on va dire, 150 ans, un truc comme ça. Je me trompe? Ouais, voilà. Bon, il y a moins longtemps. Et donc voilà, on voit la salle de gym, la douche, etc. Donc ça, je pense que c'est une fonderie, un enclume, etc. Bon, bref, il y a toutes les activités. Donc ça, c'est après d'autres inspirations, enfin, d'autres fictions, d'autres utopies en fait, qui sont inspirées de ce type d'éléments, qui sont donc ce qu'on appelle des tores, dans laquelle on pourrait carrément recréer en fait tout un écosystème, enfin toute la vie terrestre avec des villes entières, des forêts, etc. Donc ça reste de la science-fiction aujourd'hui. Donc
voilà, donc j'ai aussi repris, enfin, décomposé le plan un peu à la façon d'un cadastre en 15 cadres qui donnent ça, que j'ai ensuite monté sur des cadres pour pouvoir les adapter à des ruches françaises. Et donc voilà, donc là on voit comment elles sont dans les ruches. Donc ensuite je les ai posées en hausse. Ça c'était dans le Lot avec un apiculteur qui s'appelait Alain Klein. Et voilà, donc là on voit qu'elles ont commencé un peu à s'approprier les habitations. Donc là c'est justement le cœur un peu de rotation de la station. Donc voilà, on peut voir voilà, qu'elles font leur forme, voilà, bon, je vous laisse regarder. Donc après, ce qui est intéressant, je ne sais pas si on peut trop le voir quand c'est exposé, mais quand on peut en fait du coup manipuler le cadre, on voit qu'à l'intérieur, il y a toute une structure avec justement des passages, des tunnels. Bon, il y a une vraie appropriation parce que les abeilles en fait comblent toujours l'espace et comme j'avais laissé quand même de l'espace entre plusieurs cadres, donc du coup, il y a eu voilà des choses. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Donc il y a des cadres qui ont été plus ou moins investis. Voilà, donc on peut voir qu'elles ont bouché tous les petits trous, qu'elles ont arrondi un peu tout ce qui était un peu géométrique. C'est la blague à chaque fois. Voilà, donc après ça, donc j'ai travaillé sur un prototype de ruche que j'appelle des ruches métaphoriques qui sont du coup des ruches trois ruches qui formeraient un hémicycle. Donc là, ce sont les plans en fait des ruches. Donc l'idée c'était de récupérer, enfin d'utiliser les mêmes matériaux, les mêmes dimensions qu'une ruche classique d'Adam, donc une ruche occidentale, et d'en faire justement ces trois ruches-là. Donc on retrouve le toit en zinc, le nourrisseur, les cadres que j'ai mis en gradin. Et donc voilà, donc elles n'ont pas été encore investies. L'idée c'est d'essayer de les placer à un endroit qui fasse un peu sens. Donc je ne sais pas encore où exactement. J'essaye de voir avec un ami suisse il connaît un ami dont la femme travaille à l'ONU. Donc je me dis que comme il y a beaucoup de ruches qui sont installées sur les toits des bâtiments, je me dis peut-être sur le toit de l'ONU, je sais pas. Donc voilà, l'idée était bien sûr de proposer en fait cette forme en fait d'utopie, de lieu de grande utopie humaine, de la conversation, l'échange d'idées, le débat d'idées et aussi la prise de décision mondiale concernant le Parlement européen et qui du coup aussi concerne aussi le sort de tous les êtres vivants sur Terre, dont les abeilles. Voilà, ensuite, bon, là je me suis amusée, j'ai fait une petite ruche individuelle. Voilà, donc ça c'était c'était vraiment une petite blague. Mais bon, voilà, c'est l'habitat un peu individuel, c'est le rapport au collectif et voilà, donc c'est très. Ensuite, ça c'est un projet de camouflage, donc c'est un projet photographique où je peins des ruches en trompe-l'œil de façon à ce qu'elles disparaissent à peu près en fait du paysage. Voilà, donc ça donne une chose comme ça. Donc c'est un peu une sorte de performance parce que je dois les peindre en temps réel, regarder dans l'appareil photo et une sorte d'anamorphose, de jeu d'anamorphose. Donc là on en a une deuxième. Et donc voilà, donc c'est de proposer une sorte d'abri un peu camouflé, caché aux abeilles. Donc voilà, ça reste aussi de l'ordre de l'idée, hein. Voilà, donc ça donne des photos comme ça. Et les ruches donc sont assez grossièrement peintes, mais voilà, ça marche. Ok, donc on revient au projet d'imprimante 3D dont j'ai parlé au tout début. Donc le chemin s'est fait un petit peu dans ma tête. Et donc là, l'idée, c'était d'essayer de créer une imprimante qui puisse déposer de la cire d'abeille. Donc ce qui est très compliqué parce qu'en fait, la cire en fait a un point de fusion qui est très dur à déceler. Et donc entre l'état liquide et l'état solide, voilà, c'est très compliqué de trouver la bonne température. Mais enfin voilà, et donc l'idée c'était grâce à cette imprimante, de recréer en fait des formes naturelles en fait de, enfin voilà, de brèches, de rayons, avec de la façon dont les abeilles en fait construisent dans la nature, à l'état naturel, et donc de proposer un procédé machinique pour recréer quelque chose de naturel. Donc encore une fois, c'est vraiment dans le sens un peu d'une dystopie.
où l'abeille serait disparue ou disparaîtrait un peu plus encore que maintenant, et où du coup d'aller essayer d'entreposer un peu partout dans des endroits naturels, dans des forêts, des vieilles granges, des choses comme ça, ces brèches du coup imprimées. Donc là c'était une première modélisation un peu grossière. On a fait un test en PLA, donc c'est de l'amidon de maïs qui est utilisé en imprimante 3D. Donc ça reste une pièce que j'expose. Mais le but, c'est d'essayer de retrouver justement ces formes naturelles. Donc là, on a un essaim que j'ai pas vu, hein, j'ai trouvé sur Internet, qui est absolument incroyable. Donc on voit que c'est absolument pas rectiligne, mais que justement c'est voilà, c'est sauvage, quoi. Et donc l'idée, c'est d'essayer de faire en sorte que cette modélisation et cette imprimante arrivent le mieux possible à imiter ces formes naturelles. Donc là, c'est là où on en est. On bosse avec un ingénieur qui est retraité du CERN en Suisse. Et donc, il fait des tests. Il a réussi à... Ouh, c'est un peu fort. Il a réussi à faire déjà ça, donc c'est quand même vachement bien. Mais on est loin de... Voilà, on est loin encore de la fin. Voilà. Donc, un autre projet que j'ai commencé à faire dans le Lot. Ouh, qu'est-ce qui s'est passé? Que j'ai commencé à faire dans le Lot. Du coup, c'est un... Ah, j'ai l'impression que ça commence à avancer tout seul. Mais bon, c'est pas grave. C'est... Bon, ça va un peu faire des allers-retours. C'est donc un projet avec des chenilles processionnaires. Donc, parce que en travaillant avec des insectes comme les abeilles qui sont très aimés et très protégés et qui suscitent beaucoup d'admiration et de... Ah, voilà, enfin, bien sûr, c'est à raison, on va dire. Mais là, du coup, le sort des chenilles processionnaires, qui sont considérées comme nuisibles, m'a un peu... Excusez-moi pour le... Voilà. Bon. Euh, Donc voilà, donc le sort de ces insectes qui, du coup, sont censés être détruits dès qu'on en voit, enfin voilà, contre qui il y a tout un... limite une militarisation de destruction, etc., dans les forêts. Donc ils sont, du coup, effectivement invasives, mais du fait d'un dérèglement climatique aussi. Donc, enfin voilà, donc du coup, j'ai travaillé avec ces chenilles en construisant un anneau de Moebius. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'anneau de Moebius, c'est ce qu'on appelle un mystère mathématique. C'est c'est un ruban en fait qui se rejoint avec une torsion et qui permet, si on suit en fait une face, d'être toujours sur la même face, on va dire. Donc c'est un peu aussi un symbole d'infini et de continuité. Pardon, hein, mais et voilà, donc aussi ce projet-là a été inspiré donc de cette gravure de Escher ou avec les fourmis qui marchent à l'infini, mais également d'un petit programme, un petit jeu informatique qui s'appelle la fourmi de Langton, qui est un automate cellulaire et qui en fait c'est un jeu très simple. Alors j'ai plus exactement les règles, mais en gros on est sur une case noire. Quand on va à droite, la case devient blanche, et la case d'avant, non, devient blanche, la prochaine devient noire. Enfin, c'est quelque chose d'assez simple. Donc au début, en fait, c'est très chaotique. Et au bout d'un moment, il y a une sorte d'autoroute qui se met en place où il y a un motif qui se répète à l'infini, justement. Euh, bon, voilà. Tout ça m'a un peu inspiré. Espace. Merci. Ouais, voilà, je me disais. Bon. Donc au final, voilà. Donc là, on a une vue toute petite de cet automate cellulaire. Et donc, on voit le début de ce qu'ils appellent un peu l'autoroute. Donc, ils commencent à faire justement, en gros, du chaos, naît une sorte voilà, de logique un peu à l'infini. C'est un principe ce qu'ils appellent un principe d'émergence. Après, moi, je ne suis pas mathématicienne. Et donc, on a essayé de mettre en place ce projet, de faire cheminer les chenilles processionnaires sur cet anneau. Aussi par rapport à des recherches qu'avait fait l'entomologiste Pierre-Henri Fabre, Jean-Henri Fabre, pardon. Et du coup, lui, il avait fait beaucoup d'observations du coup de beaucoup d'insectes. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui a un peu inventé l'entomologie. Et donc, en fait, les chenilles processionnaires, quand il les a, attends, je vais changer d'image. Les chenilles processionnaires, quand il les a observées, en fait, il a commencé à leur faire une boucle en fait, en tête à queue, on va dire. Il les a fait tourner sur une vase, et donc elles ont tourné pendant 8 jours sans essayer de sortir, parce qu'en fait, il n'y a pas trop de hiérarchie dans l'organisation des chenilles processionnaires. Et elles tissent un fil de soie, et quand elles trouvent un fil de soie, elles le suivent.
Et parfois, il y en a une qui se retrouve à être la première, et donc elle doit prendre la décision un peu de soit continuer, soit aller à droite, à gauche. Donc voilà, il y a beaucoup observé ça, et elles sont tournées jusqu'à l'épuisement. Donc on est allé voir ces petites chenilles donc dans la forêt noire à côté du Lot et de Millau. Donc on a essayé de les faire monter sur mon anneau. C'était pas facile. On était tous harnachés parce qu'on nous avait vraiment dit c'est hyper dangereux, ça lance des pics, etc. Et moi j'étais enceinte, alors on avait peur. Et bon, après on s'est un peu détendu, mais donc au final bah, ça a pas mal marché. On n'a pas réussi à leur faire le tour en entier, mais bon on a eu quand même une petite procession. Donc voilà. Donc au final la vidéo pour l'instant n'est pas trop exploitable, mais on a quelques photos que je trouve intéressantes. Et ensuite, on les a gentiment remises dans la forêt pour qu'elles aillent coloniser les pins. Voilà. On s'est dit que c'était pas notre devoir de les tuer. Mais donc voilà. Donc ça, c'est un projet un peu en cours, on va dire. Petite chenille. Vous me dites si je fais trop vite ou si vous avez des questions ou des trucs. On arrive à la Colombie. Voilà, bienvenue en Colombie. Donc ça, c'est à côté de Bogota. Donc là, la résidence en Colombie, c'était justement pour aller à la rencontre en fait d'une abeille endémique qui s'appelle la Melipona. Et en fait, c'est une abeille standard, donc qui ne pique pas et qui travaille en fait dans des structures très particulières. Et en fait, il y a beaucoup d'espèces d'abeilles sauvages standards. C'est les Aberas sinaguyon, c'est les abeilles standards. Et donc, nous, on est allé à la rencontre justement de toutes ces abeilles, de toutes ces espèces, et pour justement étudier leur construction et enfin, essayer d'en faire des sculptures. Donc, l'idée, c'est d'essayer, enfin, c'est de, enfin, c'est un peu compliqué. Donc, en fait, bon, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc là, c'est un nid de mélipone. Donc, on voit que c'est vraiment pas du tout comme les abeilles apis, donc qui sont les abeilles que nous on connaît, les abeilles occidentales, du moins celles qu'on cultive, on va dire. Et donc elles ont une organisation de leur nid en étages et elles stockent leur miel et leur pollen dans des cuves qui sont interconnectées, enfin pas interconnectées mais qui tiennent un peu en suspension grâce à des filaments de cire et de propolis. Donc là on a une gravure qui montre un peu ça, les différentes cuves. Donc là, du coup, on a suivi une sorte de formation chez un méliponiculteur, donc pour observer ces abeilles et également pour essayer de récupérer des nids abandonnés ou de la matière, en fait, des constructions qu'elles auraient pu faire et qu'elles n'utiliseraient plus. Ce qui est très délicat parce que les mélipones, en fait, peuvent rester dans un nid pendant 15 ans. Parce que, à la différence des apis, une fois qu'elles construisent en fait leurs cellules dans lesquelles elles font grandir le couvain, etc. En fait, après, elles récupèrent la cire, elles la trient, etc., pour en construire d'autres. Et donc, elles nettoient de façon très hygiénique leur nid. Et en gros, du coup, voilà, c'est très très long. Donc c'est compliqué pour nous de récupérer des nids abandonnés. Ah, ça c'est une vidéo, bon, c'est pour vous montrer. El animalito ha tejido por Il dentro y a el des petites capullo, explications en espagnol. porque ella hace un capullo como las Donc mariposas. là, Las abejas on raspan voit la les cera, cuves dans lesquelles elles stockent en fait, du coup, le miel, hacen le un pollen. raspado de la cera. Et un peu plus haut, Y on esa verra cera le la nid utilizan qui en est du otros coup lugares del mundo. composé de plateaux. Donc là, on ne se rend pas compte trop, mais c'est des plateaux qui forment un peu une sorte de pyramide, quoi. Après, elle réutilise la cire une fois qu'il a fait son cocon pour d'autres endroits. D'accord. Y cuando nace la abeja, Comme ça, quand Bon, la elle vidéo est un naît. peu... se rompen todos je suis esos pas capullos spécialisée. y eso es basura que sacan. Et une fois tout ce qui a servi comme cocon, elle le jette. Mhm. Donc ça, C'est la poubelle. Entonces así es que se van renovando C'est los comme ça panales. qu'il y a une rénovation De la cire en voilà. permanente. permanente. Bueno, no sé si Ça sent tellement bon. huelan la colonia que huele diferente a la otra. Donc là, elles boivent le miel, on les voit qui récupèrent. Voilà, donc là, on peut voir un nid de mélipone et du coup, la structure que... Oula, ok, c'est parce que j'ai pas... Bon, c'est pareil. Donc voilà, on voit les cellules dans lesquelles le couvain est grandit et toutes les cuves, voilà. Donc là, ce qui moi m'intéressait d'un point de vue artistique, du coup, c'était de faire en fait un parallèle. En fait, en Colombie, il y a l'apis, on va dire, l'autre variété d'abeilles, donc qui a un dard qui pique. Elle a été introduite d'abord au Brésil, je crois,
Et du coup, c'est ce qu'ils ont appelé l'abeille africanisée. Et cette abeille, en fait, a décimé en fait, quasiment toutes les colonies de mélipone et de tétragone, qui est une autre espèce d'abeille sandar sauvage colombienne. Et du coup, nous, en fait, quand on y allait, on s'est intéressé à, justement à ces abeilles qui sont du coup ancestrales et à la façon dont les peuples précolombiens en fait utilisaient les produits de la ruche et, enfin voilà, et considéraient l'abeille. Et donc, on a appris que du coup, toute l'orfèvrerie colombienne était, enfin beaucoup d'orfèvrerie colombienne était réalisée en fait à base de cire avec la technique de la cire perdue. Donc, sous-entendu, la cire d'abeille mélipone, donc cette abeille sandar ancestrale que quelques apiculteurs essayent de, enfin dont quelques apiculteurs essayent de prendre soin et de remettre un peu en, voilà, dans le paysage animal en fait des pollinisateurs en Colombie. Et donc, mon idée artistique était donc d'essayer de faire des archives, des sculptures en fait en métal précieux, enfin en tumbaga, c'était ce qu'ils utilisaient à l'époque, c'est un mélange d'or et de cuivre, donc il y a très très peu d'or et beaucoup de cuivre. Et donc de faire en fait des sculptures à la cire perdue à partir de cités en fait, de villes, de constructions de ces abeilles. Parce qu'il y en a énormément, elles sont toutes très différentes. Et voilà, l'idée c'était d'avoir une sorte d'archéologie un peu de ces constructions et d'essayer d'avoir un archivage. Donc ça, on a déjà vu. Voilà, donc les différentes façons de... Alors je ne m'appelle pas du nom de toutes les abeilles, mais il y en a vraiment énormément. Là, on a d'autres cuves qui sont vraiment minuscules, parce qu'il y a vraiment des abeilles très très petites qui sont les abeilles sandar. Voilà, je vous montre quelques petites choses. Donc après, cet apiculteur chez qui on était, lui, son projet, c'est de technifier en fait la méliponiculture et du coup d'éviter que les gens en fait coupent les arbres pour récupérer le miel en fait. Parce que souvent, les abeilles, elles sont vraiment dans les arbres creux ou même vivants. Et du coup, les arbres se font, voilà, ils coupent les arbres et ça. Donc lui, il essaye de fabriquer des ruches qui soient adaptées à chacune des abeilles. Donc il a des centaines de ruches différentes qu'il fabrique, qu'il imagine en fait, adaptées à chaque abeille sauvage. Et donc il technifie cette culture de la mélipone pour que les apiculteurs locaux en fait puissent récupérer ce savoir-faire et voilà, et vivre de ça quoi. Bon après ça c'est, donc voilà encore des structures. Là, on voit bien le pollen qui est stocké. Donc là, on a plutôt des structures qui sont de tétragones, qui sont une espèce d'abeille qui est plus proche de la fourmi que de l'apis, de l'abeille apis qu'on connaît. Voilà, donc il reste aussi des structures très intéressantes sculpturalement, on va dire. Bon, ça, c'est pour vous montrer l'échelle de l'abeille. Donc, elles font vraiment quelques millimètres, elles sont minuscules. Et ça, c'est leur entrée qu'elles construisent. Donc, voilà. Hop, donc encore des structures. Donc là, c'est pour vous montrer une échelle un petit peu de ces petits bijoux, on va dire. Voilà, donc encore un nid. J'en ai mis plein parce que voilà, moi, ça me fascine, donc je trouve ça fascinant. Et donc là, par exemple, on voit un nid aussi, et donc tout autour, il y a des feuilles de cire qui protègent en fait, en termes de température et tout, le nid qui est à l'intérieur et qu'on voit là avec les alvéoles qui recueillent en fait les œufs pour faire grandir les larves. Ça, c'est l'entrée, en fait. C'est aussi quelque chose que je vais essayer de faire, de sculpter, enfin de fondre, on va dire, en microfonderie. Ça s'appelle la boca des sapos, la bouche de crapaud. Et donc, c'est une entrée qu'elles construisent. C'est l'entrée de leur ruche, quoi. Là, on voit bien. Voilà. Hop. Ah, mais Oh, vraiment. bref. Non, mais le club. Bon, allez, on va arrêter de regarder les vidéos d'abeilles. Même si, bon, c'est... Bon là voilà, moi ça c'était ça c'est bon, ça n'a rien à voir avec la Colombie parce que c'était une cité maya, donc peut-être que vous avez déjà vu cette image, mais ça a été c'est une image qui reconstitue un peu des vestiges en fait d'une cité maya, je crois que c'est au Guatemala, je sais plus où c'est exactement. Et voilà, donc moi dans mon imaginaire, je fais aussi une analogie avec les constructions enfin avec les nids et les constructions en fait d'une famille, enfin d'une colonie d'abeilles
une population, on va dire. Bon, pour l'instant, de toute façon, c'est un projet qui est vraiment en cours, donc ça reste. Voilà. Donc là, c'était au musée de l'Or, on a bien vu la technique, la façon dont ils faisaient la cire perdue. Là, on a par exemple, un exemple d'orfèvrerie colombien où on voit en fait ces petits radeaux là qui construisaient, ça représente justement la maison et du coup toute la symbolique en fait de la maison et de la famille et de la construction, enfin de l'architecture en fait de l'architecture en fait de la maison qui est, alors je sais plus, il y a des poteaux qui représentent le passage entre deux mondes. Ensuite, enfin il y a plusieurs symboles que je ne connais pas par cœur, mais qui sont aussi inspirants pour le projet par rapport à l'organisation de la ST. Donc, au final, on a travaillé avec l'atelier de microfonderie de l'Université de Bogota, donc Alexander Romero qui est là, qui est responsable de l'atelier. Et donc, on a récupéré voilà, quelques petits morceaux en fait que nous a donné l'apiculteur qui avait été déserté par les abeilles. Et donc, premier test, et le seul pour l'instant parce qu'on vient juste de revenir, premier test de microfonderie à partir de petits échantillons, on va dire. Donc là, du coup, alvéoles, et ici les cuves en fait qui recueillaient le miel et le pollen. Et donc pour l'instant, ça donne ça. Bon, là, c'est tout, là, c'est tout brut, on va dire. Parce que ces petits filaments rouges, je ne sais pas si vous connaissez le principe de la cire perdue, mais il y a un système pour faire couler justement le métal à travers, voilà, faire fondre la cire, faire couler le métal, etc. Bon, moi, je ne maîtrise pas encore tout à fait. Et donc voilà, on a un résultat comme celui-ci. Et ça, c'est en bronze. Voilà. Donc c'est là où on en est pour l'instant. Voilà. C'est fini. Est-ce que donc vous avez peut-être des questions, des remarques, genre oui, vous nous avez montré beaucoup d'abeilles, mais pas beaucoup d'œuvres d'art. Enfin, je sais pas. Je peux, voilà, si vous avez non. Hmm. Donc, question personnelle. Alors, non, mais oui, oui, non, mais je comprends parce que c'est vraiment des questions que je me pose depuis 3 ans, beaucoup. Donc, au tout début du projet, moi, je suis arrivée avec cette espèce d'adoration du miel, fascination des abeilles. J'avais l'impression que, justement, c'était un peu, c'était ce qu'on pouvait manger qui provenait d'animal qui était le plus pacifique, etc. Enfin, je sais pas, j'avais cette sensation-là, un peu naïve. Et au final, en effet, alors le coût de l'agriculture, l'apiculture occidentale, alors c'est pas que je suis complètement critique. Après moi, de mon observation, moi qui ne suis pas agricultrice, qui ne suis pas dans la productivité ou un truc de rendement quel qu'il soit, là je suis juste observatrice. Bah, c'est vrai que je me dis bon, bah, c'est vrai qu'on les contraint, on a vraiment observé tel centimètre de machin pour qu'elle puisse construire là, mais en même temps, il faut que ce soit droit parce qu'il faut. Enfin, voilà. Donc, forcément, il y a une optimisation, on va dire, de la matière, de la taille, de là où c'est, etc. Donc, ça, c'est un processus qui est très, très ancien parce que les ruches, elles ont été élaborées de façon à simplifier la vie des apiculteurs et que les abeilles aient à travailler le moins possible, entre guillemets, pour avoir un gros rendement de miel et tout ça. Alors, moi. Du coup, c'est vrai que je me pose, enfin, maintenant, au jour d'aujourd'hui, bah, je continue à manger du miel, etc. Quand des apiculteurs que je rencontre qui me donnent des pots, etc. Bon, voilà. Mais c'est vrai que je commence un peu à me dire, bon, il y a peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, mais c'est très personnel, hein, mais peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il faudrait en fait que les apiculteurs restent en fait des gardiens, en fait, on va dire, des colonies, des abeilles. Mais je sais pas s'il faut continuer en fait à bon, c'est très très personnel, mais à extraire le miel et à. En fait, quand on était en Suisse, c'était une résidence dans une entreprise de nanotechnologie, et c'est là qu'on a pensé à l'imprimante 3D et tout. Et en fait, il y avait un apiculteur qui était un des employés en fait de l'entreprise avec qui on a beaucoup collaboré. Et lui, du coup, il était un peu missionné pour essayer de voir d'un point de vue un peu global l'apiculture, comment avancer, comment sauver les abeilles, etc. Donc c'était passionnant.
Et il y a un moment, quand même, il m'a dit, ouais, quand même, l'apiculture, en fait, elle n'est pas complètement innocente dans la... Enfin, ils disent, voilà, c'est vrai que la majorité des apiculteurs, quand même, prennent vraiment soin des abeilles, tu vois, c'est vraiment quelque chose de... Bah, c'est leur passion, et puis c'est vraiment un amour. C'est souvent, en fait, ils sont accompagnés toute leur vie par les abeilles, donc par des milliers de colonies, parce qu'elles vivent que 2 mois, 1 mois et demi, 2 mois, je crois, les abeilles. Donc du coup, il y a quand même un gros attachement, mais il y a quand même quelque chose de l'ordre de la sélection des reines qui viennent de Croatie, de machin. Enfin, il y a quand même quelque chose, en fait, l'abeille, elle commence à être un petit peu appauvrie génétiquement, elle sait plus trop se défendre, des trucs un peu comme ça. Donc du coup, il disait finalement, il faudrait maintenant que ceux qui veulent avoir des ruches, ils aient au moins une ruche de biodiversité, il appelait ça. Et les ruches de biodiversité, c'est une ruche où il y a une colonie d'abeilles. On en prend soin comme si on allait récolter le miel, sauf qu'en fait, on fait rien, on n'y touche pas, quoi. Donc, je sais pas, enfin, dans l'idéal, je pense que c'est vrai que si les apiculteurs étaient, je sais pas moi, subventionnés pour avoir la moitié de leur rucher qui soit juste en ruche de biodiversité, enfin je sais pas, mais c'est vraiment, mais voilà, bon, c'est c'est vraiment un ressenti très personnel. Et quand j'en parle avec mes copains apiculteurs, ils me disent oui, mais en même temps, non. Enfin, c'est plus compliqué que ça. En fait, moi, j'ai une vision qui est qui est peut-être un peu, voilà, un peu simpliste. Pour eux, c'est plus compliqué. Et puis, c'est surtout que si l'abeille est évidemment menacée, c'est quand même très globalement, voilà, à cause de ce qu'on connaît, les pesticides et compagnie, quoi, c'est clair. Mm. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Mm. Bah, à la base, oui. Après, évidemment, j'essaye de réfléchir justement bah, à l'anthropocentrisme, aux utopies humaines, à la façon dont les humains souhaitent le meilleur pour les humains, enfin, et de voir comment en fait, comment s'inspirer, comment ils s'inspirent aussi des insectes, etc. Hmm. Mais bon, après. Ah oui, je sais pas l'heure. Il reste du temps? C'est fini. On peut peut-être pas. Si jamais il y a quelqu'un qui veut parler. Il y a encore une question? Oui, voilà, ok, d'accord. Ok. Bon, bah merci d'avoir écouté. Merci.